Bonjour à tous. Rapidement, quand même, je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation et leur accueil très chaleureux. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je précise, parce que ça me semble utile, au vu de l'interdisciplinarité que l'on observe depuis ce matin, que je suis juriste et que si je vais évidemment parler d'une expérience passée qui date principalement des années 50, moi, je vais essayer d'en faire ressortir les mécanismes juridiques et opérationnels en me fondant de manière tout à fait décomplexée sur les travaux des historiens et des sociologues sur le sujet. Donc, voilà. Ce que je vous propose à travers cette communication, c'est d'envisager un mode alternatif de production de logement. En effet, on peut produire du logement en marge de la promotion immobilière classique et aussi en marge du logement social dit généraliste. Cette contre-proposition, elle est aujourd'hui contenue dans l'idée d'une troisième voie pour le logement. Ce terme lui-même est lié à l'habitat participatif, lequel place l'habitant au centre des processus de production. Alors déjà par le passé, des expériences ont mobilisé des logiques similaires, c'est-à-dire des processus valorisant le rôle de l'habitant. C'est le cas dans les suites immédiates de la Seconde Guerre mondiale des bâtisseurs castors. À cette époque, évidemment, l'effort de construction est tout à fait insuffisant au regard des zones sinistrées, de la poussée démographique, de l'exode rural. Et donc, l'effort de construction se concentre essentiellement sur l'édification, ça et là, de vastes immeubles aux abords des villes. Mais on observe tout de même une poignée d'ouvriers qui refusent cette vie hors sol comme unique réponse aux taudis qui se sont multipliés depuis la fin de la guerre. À défaut de disposer d'un capital en espèces pour accéder au logement, les castors valorisent l'apport travail. Les chantiers s'organisent en coopératives dans lesquelles chaque membre consacre la quasi-totalité de son temps libre à la construction de sa propre maison ainsi qu'à celle des autres coopérateurs. Donc le castorat, c'est la voie qui est alors imaginée par et pour les masses populaires afin qu'elles accèdent en tant que propriétaires à un logement décent et digne. L'objet du castorat, c'est une construction matérielle et sociale du logement. Leur ambition peut paraître paradoxale d'un certain point de vue, puisqu'il s'agit de rendre aux habitants leur autonomie pleine et entière au moment d'agir sur leurs conditions de vie, et en même temps de sceller l'engagement qui lie l'individu à la cité, c'est-à-dire aux autres coopérateurs. Alors, il ne faudrait pas s'y tromper, le but des castors, ce n'est pas de se substituer au pouvoir public et de développer une filière de construction pérenne. D'autant plus que pour réaliser leurs opérations, il faut obtenir le plus souvent le soutien des pouvoirs publics, aussi bien nationaux que locaux. Et cela n'a rien d'évident, puisque dans les mentalités d'alors, l'accès à la propriété et la construction principalement de pavillons individuels, dans le cas des castors, à destination d'ouvriers, cela ne fait pas l'unanimité. Alors avec un pic d'intensité entre 1948 et 1960, les opérations castors se situent majoritairement dans l'ouest de la France et dans la région parisienne, bien qu'on trouve des opérations un peu partout en France. Et lorsque l'environnement s'y prête, les castors contribuent à façonner la ville en constituant des cités importantes. C'est le cas notamment à Mont-de-Marsan, qui a vraiment changé d'aspect suite à l'influence des castors. Je vous cite quand même l'une des plus anciennes et des plus fameuses coopératives, qui est celle des castors de l'Alouette à Pessac en Gironde, dont le chantier a débuté en 1948. S'y dresse une cité de 150 logements, qui sont tous dotés du confort moderne. Et pour la petite histoire, c'est assez fameux, ils se sont beaucoup confrontés à la municipalité, donc ils ont dû eux-mêmes, pour bénéficier de l'eau courante, construire leur château d'eau, qui fonctionne toujours, et également leur propre voie d'accès. Donc la notoriété de certaines cités comme celle-ci a produit un formidable effet d'entraînement dans l'ensemble du territoire et parfois jusque dans les colonies françaises. Le castorat n'a pas totalement disparu aujourd'hui puisqu'il demeure à travers des formes de coopératives de logement. Il reste une source d'inspiration importante pour ceux qui appellent de leur vœu la constitution d'une troisième voie pour le logement via l'habitat participatif. C'est une des revendications que l'on a pu observer à travers la loi Allure. Et dans mes développements, il m'arrivera d'ailleurs de comparer les démarches castors à l'habitat participatif et plus particulièrement à l'habitat coopératif, les coopératives d'habitants étant un statut nouvellement consacré depuis 2014. Alors, ce que je vais m'attacher à démontrer aujourd'hui, ou en tout cas à essayer de découvrir, c'est quels enseignements retenir pour l'intégration juridique d'une troisième voie pour le logement impulsée par les habitants. Nous verrons d'abord les conditions d'existence des opérations castors et ensuite leurs conditions de développement. Les conditions d'existence des castors, elles tiennent en premier lieu aux principes fondamentaux qu'ils se sont eux-mêmes fixés.
Il faut d'abord préciser la composition sociale des castors. Ce sont exclusivement des hommes, principalement jeunes, de moins de 35 ans, célibataires ou jeunes pères de famille, qui cherchent à loger leur famille. Ce sont à 85% des ouvriers et des employés. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Et enfin, ce que l'on observe, c'est qu'ils sont très souvent issus des jeunesses ouvrières chrétiennes ou des jeunesses étudiantes chrétiennes, ce qui en fait un mouvement ouvrier hors cadre, qui d'ailleurs a été très contesté par les partis politiques tels que le PC, les syndicats, etc. Leur action en tant que producteurs de logements se fonde sur deux éléments spécifiques, l'autoconstruction d'une part et la formation d'une coopérative. L'autoconstruction, il faut bien voir que son but, c'est évidemment la réalisation d'économies sur le coût global de construction. Mais elle comporte une limite importante, à savoir que les autoconstructeurs sont des ouvriers, donc des novices en bâtiment. Et les castors sont généralement en capacité d'effectuer des travaux plutôt grossiers, mais pas vraiment techniques. Donc l'économie ne se situe pas vraiment là. Elle se situe surtout au niveau des économies d'échelle, par l'achat groupé de matériaux notamment. Il est difficile d'apprécier les économies qu'ont vraiment réalisées les castors dans leur chantier. Certaines opérations auraient permis d'atteindre jusqu'à 20% d'économies hors achat du terrain, évidemment, mais selon les estimations des propres porteurs de projets. Donc voilà, à prendre avec un petit peu de recul. Surtout, l'autoconstruction, elle a pour but de pallier l'absence de capitaux individuels. Il s'agit alors de constituer un apport travail qui se substitue partiellement du moins au capital espèce. Le fonctionnement est d'abord encadré à l'échelle du groupe, puisqu'une charte est établie qui fixe un certain nombre d'heures minimales qui est dû par chaque coopérateur sur le chantier, ce qui dépend en grande partie du chantier lui-même, des possibilités personnelles des castors, etc. L'apport travail ne doit pas constituer un travail dissimulé, c'est l'autre condition, et donc il est constitué sur le temps libre des castors. Donc après une journée de travail, il faut retourner sur le chantier, ces congés payés aussi, on les passe sur le chantier. Malgré tout, pour accéder aux aides à la pierre du crédit foncier qui exige 40% de la valeur du terrain comme apport initial, ou pour accéder au crédit HBM, l'apport travail ainsi constitué ne suffit pas. Donc il faut encore bricoler pour compléter le manque de ressources, notamment par la recherche de subventions, etc. L'autre caractéristique des castors, c'est de former des coopératives. Alors à cet égard, il est bon de rappeler que les coopératives sont possibles depuis la loi du 10 septembre 1947 qui porte statut de la coopération. Elle est encore récente, mais finalement, elle ne pose pas de difficulté aux castors pour la mettre en œuvre. La coopérative, c'est une forme qui permet la gestion du commun, la gestion du chantier, l'achat des matériaux, etc. Et plus particulièrement, elle permet d'organiser une dissociation entre la propriété individuelle, appliquée au logement, et la propriété collective qui est exercée sur les espaces communs. De nos jours, ces caractéristiques, apport travail et forme coopérative, sont deux éléments constitutifs du nouveau statut de coopérative d'habitants, dont j'ai un peu parlé en introduction, et qui est issu de la loi Allure, qui a consacré deux statuts à l'habitat participatif, dont celui-ci. Alors le statut de coopérative d'habitants, il faut quand même préciser qu'il pose de nombreuses difficultés quant à son application concrète. Les rares opérations qui appliquent ce statut aujourd'hui ne peuvent pas constituer d'apport en industrie, qui est l'autre nom de l'apport travail, parce qu'il n'y a pas le décret d'application qui est passé, donc on ne sait pas comment mettre en œuvre l'apport travail dans ce cadre. Et puis par ailleurs, l'attribution en jouissance des logements, et non pas en propriété, comme c'est le cas chez les castors, ça ne permet pas de bénéficier de certaines aides à la pierre. Pour revenir aux castors, ce qu'il faut bien voir, c'est que comme toute démarche automobilisatrice, l'élément déterminant, c'est de bénéficier de l'appui des pouvoirs publics locaux. Pour rappel, dans les années 50, le logement et l'urbanisme procèdent de l'État, sont mis en œuvre par l'État. Donc dans ce cadre, les collectivités sont avant tout des relais entre les castors et l'État. Mais leur rôle va au-delà. Les municipalités interviennent comme soit obstacles, soit facilitateurs de projets, et ce, à différentes étapes du projet. En premier lieu, elles sont parfois sollicitées, même quasiment systématiquement, par les candidats castors pour la recherche du foncier. Alors elles peuvent soit aider, soit poser des difficultés pour la recherche du foncier, et souvent les candidats se tournent vers les municipalités, parce que, étant un nombre conséquent de porteurs de projets, il leur faut des terrains vastes, accessibles, il faut aussi négocier la desserte par les réseaux, etc. Donc voilà pourquoi les castors se tournent vers les municipalités, et voilà en quoi elles peuvent exercer une capacité d'obstruction ou au contraire faciliter les choses. Elles peuvent aussi faciliter ou au contraire gêner l'évolution du chantier parce qu'elles ont la capacité de donner leur accord préalable au démarrage des travaux.
Pour obtenir un permis de construire délivré par l'État, il faut du temps, 18 mois, 24 mois, tout dépend. Et les municipalités avaient donc la possibilité d'accorder en avance la possibilité de démarrer le chantier au Castor. Mais elles pouvaient aussi ne pas le faire. Donc effectivement, à ce niveau-là, il valait mieux être dans les petits papiers de la municipalité. L'autre élément important, c'est qu'elles peuvent octroyer des subventions. D'ailleurs, les conseils généraux aussi peuvent le faire. Et puis les municipalités peuvent encore garantir les prêts HBM contractés par les castors. Alors, il faut le dire clairement, les premiers castors se sont tous heurtés à l'hostilité de leur municipalité. Néanmoins, face à la multiplication et à la réussite des projets, les municipalités ont changé leur regard. Et puis finalement, encouragées par des politiques nationales qui étaient plus favorables aux castors, au fil du temps, certaines ont d'ailleurs pris l'initiative des chantiers castors. C'est une évolution que l'on peut également observer aujourd'hui dans le cadre de projets de logement conduits par des habitants. L'habitat participatif est progressivement devenu un objet consensuel, politiquement, et certaines collectivités ont devancé les demandes en lançant des appels à projets sur des terrains réservés. De même, du fait de la décentralisation, leur capacité à faciliter les démarches, ou au contraire à les gêner, mais plutôt à les faciliter, est aujourd'hui renforcée. Donc, s'agissant des castors, pour revenir à eux, la véritable pierre d'achoppement se situe au niveau national, au niveau du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Au moment de son émergence, le castorat est perçu comme un concurrent des HBM. Cela vaut au castor la méfiance du ministre d'alors, Eugène Claudius Petit. Notamment, sans doute sous l'influence de la Charte d'Athènes, le ministre avait des réticences par rapport à la réalisation de pavillons individuels. Julie Boustingory, qui a pas mal travaillé sur les castors dans le contexte de l'Aquitaine, distingue plusieurs éléments qui vont le conduire finalement à soutenir la démarche castor, y compris publiquement. Tout d'abord, le ministre observe quoi? C'est qu'il y a un nombre modeste de logements produits. Donc ce n'est pas un mouvement très menaçant. On estime à peu près à 8000 le nombre de logements terminés entre 1950 et 1954. Ensuite, le ministre est quand même impressionné par l'abaissement des coûts de construction et leur qualité, qui sont quand même un modèle du genre. Ça attirera l'œil de beaucoup de gens. Il y a également le fait que les castors, par leur démarche, contribuent même modestement à la lutte contre les taudis. Et puis, il y a un argument beaucoup plus pragmatique, c'est qu'il devient nécessaire de canaliser l'autoconstruction. Donc, c'est aussi une nécessité de contrôle qui a poussé le ministre à changer un petit peu son fusil d'épaule par rapport à ces démarches. L'octroi d'aide justifie le contrôle. Au demeurant, l'État ne pouvait que gagner à intervenir en faveur des castors, à condition bien sûr que ces castors ne se substituent pas aux HBM. D'où ce premier geste significatif en faveur des castors, qui résulte d'une décision interministérielle du 5 mai 1949 et qui reconnaît l'apport travail dans le cadre de la législation sur les HBM. Ainsi, l'accès aux emprunts est facilité pour les castors, et ce fut aussi l'occasion d'encadrer la pratique des castors, notamment en ce qui concerne l'apport travail. Donc désormais, il est également établi, réglementairement établi, que le contrôle des chantiers et de l'apport travail doit être fait par un architecte agréé. Et surtout, chaque castor doit désormais un minimum de 600 heures de travail tout au long du chantier. Alors pour vous donner une idée, parce que c'est très variable d'un projet à l'autre, Henri Nizan, qui est l'auteur de la seule thèse qui a été faite sur les castors et qui est une thèse en sociologie, il a fait une estimation moyenne, et d'après lui, dans la réalité, le double chaque année était nécessaire, c'est-à-dire qu'il fallait 1200 heures par an jusqu'à la fin du chantier pour pouvoir mener à terme le chantier, et non pas 600 heures tout au long du chantier. Ça fait quand même une différence importante. Je reviens un instant à la loi Allure et à l'habitat participatif. Les coopératives d'habitants peuvent théoriquement constituer un apport travail, je vous l'expliquais, mais il manque le décret. Ce décret, il doit plafonner ses apports afin qu'il ne camoufle pas un travail dissimulé, un travail au noir, et qu'il n'ait pas l'effet d'une concurrence déloyale sur les professionnels de la construction qui veillent au grain. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un projet de décret qui a été fait sur le fondement de ce qu'avaient fait les castors. Il s'était beaucoup inspiré de ce qu'avaient dégagé les castors comme solution. Puis finalement, il a été rejeté. Et vraiment, ce qu'on peut en déduire, c'est que le contexte actuel rend plus difficile la garantie des emprunts par le travail. Alors, suite à cette décision qui reconnaît l'apport travail dans le cadre de la législation HBM, il y a tout un train de mesures qui a accompagné cette décision et des incitations ont constitué les conditions indispensables au développement du castorat. Ces incitations elles sont passées par le biais des CAF en premier lieu,
puisque les pouvoirs publics ont entendu améliorer les garanties des coopérateurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait assez fastidieux, mais simplement ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une gradation dans l'aide apportée par les CAF aux coopératives et aux coopérateurs. C'est-à-dire que dans un premier temps, sachant que les CAF n'ont pas la possibilité d'octroyer des prêts à ces allocataires, une circulaire leur a quand même permis, à titre exceptionnel, de consentir des prêts aux coopératives Castor à condition qu'elles soient constituées d'allocataires. Puis dans un deuxième temps, en juin 1950, une autre circulaire s'intéresse de plus près à la situation des individus. Et là, je vais citer la circulaire, ce sera plus simple. Le dossier des allocataires faisant un effort d'autoconstruction, genre Castor, feront l'objet d'un examen particulièrement bienveillant. Voilà ce que dit la circulaire. Il s'agit ici de favoriser la constitution de l'apport-travail en octroyant aux Castor des prêts à court terme et sans intérêt. L'aide de la CAF, l'aide des CAF, elle est particulièrement importante puisqu'elle donne accès à des prêts plus importants, notamment ceux délivrés par la Sécurité sociale, les prêts du Crédit foncier de France, etc. On peut néanmoins constater que s'il a beaucoup investi financièrement, l'État s'est faiblement engagé sur le plan politique si l'on tient compte des choix mobilisés pour générer ces incitations auprès des CAF. L'État a ici opté pour des actes réglementaires facilement réversibles tels que les circulaires. Ces mesures sont précieuses, mais elles ne donnent pas un droit acquis aux porteurs de projets. Elles justifient un examen au cas par cas, sans doute parce que les pouvoirs publics entendaient privilégier des filières plus structurées. En effet, les politiques du logement à compter de la deuxième moitié des années 50 révèlent un mouvement de privatisation du logement social auquel est progressivement intégré le Castorat. Véritablement, on peut dire que l'institutionnalisation du Castorat, elle interviendra avec son intégration dans la législation sur les HVM, puis HLM. Et notamment, la décision de 1949 qui reconnaît l'apport-travail, elle a ouvert la voie à de multiples collaborations entre Castor et bailleurs sociaux. Notamment, elle a permis de mobiliser ce qu'on appelle la location-attribution, qui doit permettre une accession progressive à la propriété. Concrètement, la coopérative HLM octroie un emprunt à l'accédant qui ne devient propriétaire qu'après avoir remboursé sa dette. Cette formule a pu inspirer d'ailleurs plus récemment le cadre juridique des SCI et APP, qui permettent également une accession progressive à la propriété des ménages très modestes via des sociétés coopératives d'HLM. Il est intéressant d'observer que les aides de l'État sont multipliées par 4 entre 1949 et 1952, et elles sont redistribuées de manière égale entre coopératives Castor, OPHLM et sociétés coopératives d'HLM. Les aides au Castor s'inscrivent dans un mouvement global de soutien du logement, soutien qui fait la part belle à l'initiative privée. Progressivement, les Castors vont se fondre dans des sociétés coopératives d'HLM. La structuration des Castors en sociétés coopératives d'HLM facilite l'accès aux capitaux, mais conduit à l'abandon progressif de l'apport-travail. Et de là, on observe un déclin très net du Castorat en tant qu'œuvre militante. Vraisemblablement, l'État a soutenu les Castors avec l'idée que ces initiatives seraient à terme canalisées, voire complètement absorbées par des structures remplissant les mêmes missions que les OPHLM, mais dont la vocation est d'être indépendantes de ces derniers. Encore aujourd'hui, les sociétés coopératives d'HLM répondent à des besoins spécifiques qui ne sont pas pris en charge par les OPHLM. Ces besoins spécifiques s'accommodent mal du modèle généraliste stricto sensu, ce que révèle le Castorat. Pour conclure sur un parallèle avec le contexte de l'habitat participatif, la loi Allure conçoit l'habitat participatif comme une modalité d'action des opérateurs sociaux. Et je parle à dessein d'opérateurs sociaux et non plus de bailleurs dans ce cadre-là, puisque vraiment on veut faire appel à toutes leurs compétences. L'initiative habitante n'est évidemment pas exclue de la loi Allure, mais pour la forme coopérative de l'habitat participatif, les coopératives d'habitants, il y aurait certainement de moindres chances d'aboutir que pour les Castors. Je vous remercie de votre attention.